Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au manuel d'instruction qui est caché au plus profond de chacune de nos cellules. C'est un peu un code secret, un code qui décide de tout. La couleur de nos yeux, notre taille et même vous allez voir ce qu'on aime manger ou pas. Alors prêt? On va décrypter ça ensemble. On va commencer par une question que vous vous êtes sûrement déjà posée. Comment ça se fait que pour certains, les brocolis c'est délicieux, alors que pour d'autres, c'est juste impossible à avaler? Simple caprice d'enfant? Eh bien pas du tout. La réponse, elle est beaucoup plus scientifique qu'on pourrait le croire. Et oui, la clé de ce mystère se trouve dans notre code génétique. Alors voilà notre programme. D'abord, on va découvrir ce que c'est, ce fameux code. Ensuite, on verra comment un tout petit changement peut nous faire détester les brocolis. Et pour finir, on explorera ce qui se passe quand ce code contient des erreurs parfois beaucoup plus graves. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le suspect numéro 1 dans notre enquête sur le brocoli, c'est une molécule qui porte un nom un peu compliqué, l'ADN. L'ADN, son nom complet, c'est acide désoxyribonucléique. C'est la molécule qui contient toute notre information génétique. Pensez-y une seconde. On la retrouve dans absolument tous les êtres vivants. Des bactéries aux baleines, en passant par les plantes, et bien sûr, nous-mêmes. C'est en quelque sorte le langage universel de la vie. Mais comment on a su à quoi ressemblait cette molécule? Pendant très longtemps, sa structure est restée un vrai mystère. Et puis, en 1952, une chercheuse, Rosalind Franklin, a réussi à obtenir ce cliché, la photo 51. Cette image, c'est une sorte d'ombre de l'ADN obtenue avec des rayons X, et ça a été l'indice capital qui a permis à d'autres scientifiques, Watson et Crick, de comprendre enfin sa forme. Bon, alors, à quoi ça ressemble concrètement? Le plus simple, c'est de s'imaginer une très longue échelle en corde qu'on aurait torsadée sur elle-même. On a donc deux montants, deux brins, qui s'enroulent l'un autour de l'autre, c'est ça la fameuse double hélice, et les barreaux de cette échelle, eux, ils sont formés par un alphabet de seulement 4 lettres chimiques, A pour adénine, T pour thymine, C pour cytosine et G pour guanine. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il y a une règle du jeu très stricte. Ces lettres ne peuvent pas s'assembler n'importe comment. Le A va toujours avec le T, et le C va toujours avec le G. C'est ce qu'on appelle la règle de complémentarité. Ça veut dire que les deux brins sont en fait comme le reflet l'un de l'autre. Si on connaît la séquence d'un brin, on peut deviner immédiatement la séquence de celui qui est en face. Ok, maintenant qu'on a vu la structure de l'ADN, revenons à notre histoire de brocoli. Comment est-ce que cette molécule immense peut bien expliquer nos goûts? Pour ça, il faut zoomer sur des sections bien précises de cet ADN. On va reprendre une analogie qui marche bien. Imaginez que l'ADN, c'est un énorme livre de cuisine. Eh bien, un gène, c'est juste une seule recette dans ce livre. Chaque gène contient les instructions pour fabriquer quelque chose de précis, comme par exemple une protéine qui va donner leur couleur à nos cheveux, ou, dans le cas qui nous intéresse, un récepteur de goût sur notre langue. Et voilà, on arrive au cœur de l'énigme. Pour un même gène, il peut y avoir plusieurs versions un peu différentes. C'est ce qu'on appelle des allèles. C'est un peu comme avoir deux variantes d'une même recette de gâteau. Pour le goût, il existe un allèle qui fabrique une protéine très sensible à l'amertume qu'on trouve dans le brocoli. Et il y a un autre allèle dit insensible qui lui fabrique une protéine qui détecte beaucoup moins bien cette amertume. Une toute petite différence dans le code, une seule lettre qui change et hop, une grande différence dans l'assiette. On vient de le voir, une petite modification du code peut avoir un impact assez anodin finalement. Mais parfois, une erreur dans la recette peut avoir des conséquences beaucoup plus sérieuses pour notre santé. Alors, que se passe-t-il si notre recette, notre gène, contient une erreur, une sorte de faute de frappe dans le texte? L'instruction devient incorrecte et la protéine qui sera fabriquée à partir de cette recette risque de ne pas fonctionner correctement, d'être défectueuse. C'est exactement ça, une mutation génétique. Prenons un exemple bien concret, la mucoviscidose. Tout part d'une mutation dans un seul gène, le gène CFTR. À cause de cette petite erreur, la protéine CFTR qui est fabriquée est anormale. En temps normal, cette protéine, c'est une sorte de canal qui permet de faire sortir des ions de nos cellules. Mais quand le canal est défectueux, les ions restent bloqués, ce qui provoque un épaississement du mucus, surtout dans les poumons. On voit bien ici la réaction en chaîne, une toute petite erreur à l'échelle moléculaire finit par provoquer des symptômes à l'échelle de tout le corps. Mais attendez, il y a une question qui se pose. Si toutes nos cellules possèdent le même ADN, et donc la même mutation, pourquoi est-ce que la maladie touche principalement les poumons et pas, par exemple, le cerveau? C'est tout simplement parce que nos cellules sont spécialisées. Même si elles ont toutes le même livre de recettes, elles ne lisent pas toutes les mêmes pages. Une cellule des poumons, elle va exprimer le gène CFTR, c'est-à-dire qu'elle va lire cette recette et l'utiliser. Une cellule du cerveau, elle n'en a pas l'utilité, donc elle ne la lit pas. Bon, on a vu que l'ADN, c'est un code, une recette. Il définit en grande partie qui nous sommes, du plus simple au plus complexe. Mais jusqu'où va ce pouvoir? Et quelles questions est-ce que ça soulève pour notre société?
S'il y a une chose à retenir, c'est que la séquence de notre ADN, cet enchaînement de A, T, C et G, est un message qui définit nos caractères. Du simple goût pour les brocolis jusqu'à notre prédisposition à certaines maladies, beaucoup de choses sont écrites, au moins en partie, dans ce code. Aujourd'hui, on peut très facilement faire lire son ADN par des entreprises privées pour découvrir ses origines ou connaître ses prédispositions génétiques. C'est une avancée scientifique incroyable, mais ça soulève d'énormes questions éthiques. Parce que, comme le dit très bien la citation à l'écran, collecter ces données pose un vrai problème de respect de la vie privée. Qu'est-ce que deviennent ces informations qui sont parmi les plus personnelles qu'on puisse avoir ? La question, elle reste donc complètement ouverte et elle est pour tout le monde. À qui appartiennent vraiment nos données génétiques ? À une époque où il est de plus en plus simple de les obtenir, c'est un débat de société qui est devenu essentiel. Voilà, merci de votre attention.